Le vent fouettait mes cheveux, les projetant en mèches désordonnées sur mon visage alors que je me tenais sur le toit-terrasse de l'immeuble. Paris s'étendait devant moi, un tapis de lumière scintillante qui semblait me murmurer une promesse. Il était 16 heures. Moins 4 heures avant le moment crucial. 4 heures avant que tout ce pourquoi j'avais travaillé si durement ne soit enfin reconnu, célébré, consacré. Je passai derrière le lourd paravent en verre qui protégeait la section VIP et me penchai pour ajuster une dernière fois les pivoines sur la table d'honneur familiale. Des fleurs blanches et roses poudrées, importées de Hollande. Chaque tige coûtait plus cher que ce que la plupart des gens dépensaient pour un bouquet entier. Grâce à la cloison de verre, les pétales restaient parfaits, imperturbables face au vent de la scène, tout comme chaque détail de cette soirée se devait de l'être. Ma main se porta inconsciemment vers mon sac à main, sentant le poids rassurant des 2 épaisses enveloppes à l'intérieur. Mon grand projet, fruit de 3 années d'économie rigoureuse, de planification méticuleuse, de sacrifices stratégiques. Dans une enveloppe, un plan d'épargne retraite complet pour mes parents. Assez pour financer la croisière fluviale sur le Rhin que maman avait entourée dans les magazines de voyage depuis des années. Assez pour que papa puisse enfin acheter cette Citroën DS de collection qu'il admirait en ligne chaque dimanche matin. Dans l'autre, un certificat de bourse d'études intégrales pour que Manon puisse étudier le stylisme à Paris. Pas n'importe quelle formation, l'Institut français de la mode, l'IFM, cette même école qui avait lancé les carrières dont j'entendais ma sœur parler avec obsession depuis ses 16 ans. Ce soir, lorsque Jean-Luc Fournier annoncerait mon association devant toute l'élite juridique de Paris, je voulais que ma famille soit assise à cette table. Je voulais qu'ils voient ce que leur fille, leur sœur, était devenue. Et je voulais leur donner tout ce dont ils avaient toujours rêvé, car si je leur offrais la vie de leurs rêves, ils seraient sûrement enfin fiers de moi. Ils m'aimeraient enfin de la manière dont j'avais désespérément besoin d'être aimé. Mon téléphone vibra une fois, puis une seconde fois, immédiatement. Je le sortis, m'attendant à un message concernant la circulation ou le stationnement. Au lieu de cela, mon estomac se noua. Alerte bancaire. Carte bancaire supplémentaire se terminant par 4782. Débit de 3000 € à la boîte de nuit Le Flamant Rose. Transaction approuvée. Avant même que je puisse digérer l'information, la deuxième notification apparut. Maman, on ne pourra pas venir. Ta sœur fait une crise d'angoisse. Elle a besoin d'un espace de méditation calme pour guérir immédiatement. Tellement désolé, ma chérie. Tu comprends, n'est-ce pas? Je fixai l'écran. Je relus les 2 messages. Puis encore une fois. Le Flamant Rose. Je connaissais cet endroit. Une boîte de nuit ringarde sur la côte méditerranéenne, un désastre éclairé au néon où les étudiants allaient boire des cocktails coupés à l'eau dans des gobelets en plastique, tandis qu'une musique house tonitruait si fort qu'on ne pouvait même pas s'entendre penser. Le genre d'endroit qui sentait la crème solaire à la noix de coco et le regret. C'était ça, un espace de méditation calme. La contradiction me frappa comme une gifle. Mon cerveau, entraîné par des années d'analyse juridique à repérer les incohérences, commença immédiatement à cataloguer les preuves. Manon a besoin de calme. Manon a besoin de guérir. Manon fait une crise d'angoisse. Mais le paiement avait été effectué à 15h47. Il y a 13 minutes. Ce qui signifiait qu'ils étaient là-bas depuis un moment, probablement depuis midi. Ce qui signifiait qu'ils savaient depuis des heures qu'ils ne viendraient pas. Ils avaient attendu que la carte soit débitée pour envoyer le texto. Attendu que la transaction soit approuvée et l'argent parti. Pour que je ne puisse pas l'annuler ou bloquer le compte. Ce n'était pas une urgence. C'était calculé. La trahison qui m'envahit n'était pas à propos des 3000 €. J'avais dépensé plus que ça pour le loyer de Manon le mois dernier seulement. C'était le mépris désinvolte et dédaigneux qui signifiait qu'il préférait dépenser mon argent à faire la fête dans un trou à rats plutôt que de passer 3 heures à célébrer le plus grand accomplissement de ma vie. Ils avaient utilisé mon argent pour me fuir. Mademoiselle Dubois. Je me retournai. Le directeur du restaurant, un homme discret nommé Philippe, qui n'avait été que prévenance durant toute l'organisation, se tenait à une distance respectueuse. Son expression était soigneusement neutre, mais je pouvais voir la pitié dans ses yeux. Il m'avait observé arranger et réarranger cette table depuis 1 heure, m'agitant sur chaque détail. « Devons-nous débarrasser la table familiale » demanda-t-il doucement. Je regardai les chaises vides.
La table était placée à l'endroit le plus en vue, juste à côté de l'endroit où Jean-Luc Fournier se tiendrait pour les discours. Si l'associé directeur me voyait assise seule, il en tirerait des conclusions. Réussite professionnelle mais isolement personnel, brillante avocate mais déficiente sur le plan privé. Une femme qui avait sacrifié sa famille pour sa carrière, qui n'avait aucune base, aucune racine, aucune vie réelle en dehors du bureau. Tout ce pourquoi j'avais travaillé pouvait être sapé par une table vide. Je sentis des larmes me brûler les yeux. Je les repoussai avec force. Je ne pleurais pas. Pas ici. Pas là où le personnel de service pourrait me voir, où la nouvelle pourrait d'une manière ou d'une autre remonter jusqu'au cabinet que Chloé Dubois s'était effondrée parce que sa famille ne s'était pas présentée. Je serrai les poings, les ongles s'enfonçant dans mes paumes. Non, dis-je, ma voix plus stable que je ne me sentais. Gardez la mise en place exactement comme elle est. Philippe hocha lentement la tête. Mais retirez le panneau réservé à la famille, ajoutai-je. Il marqua une pause, la compréhension traversant son visage. Bien sûr, mademoiselle Dubois, tout de suite. Tandis qu'il s'éloignait, je regardais de nouveau mon téléphone. L'alerte bancaire était toujours là, crue et indéniable. J'ouvris l'application de ma banque avec des doigts tremblants et consultai les détails de la transaction. Boîte de nuit Le Flamant Rose, 3000 €. Forfait cabane VIP, 1200 €. Tour d'alcool Marée Haute X10, 1500 €. Frais de service Digi privé, 300 €. 10 tours d'alcool, un Digi privé. Ce n'était pas une thérapie contre le stress. Ce n'était pas une guérison. C'était une fête. Une célébration. Il célébrait le fait de ne pas être ici. Ma sœur ne faisait pas une crise d'angoisse. Elle passait le meilleur moment de sa vie avec ma carte bancaire. Probablement entourée de ses amis influenceurs au chômage. Probablement en train de tout poster sur Instagram à l'instant même avec une légende du type « Vendredi liberté » ou « Choisir la joie ». Je sentis quelque chose changer en moi. Quelque chose de froid et de dur s'installant là où la douleur avait été. Je glissai mon téléphone dans mon sac, à côté de ces deux enveloppes qui me parurent soudain incroyablement lourdes. La vue sur la tour Eiffel s'étendait devant moi, dorée dans la lumière de fin d'après-midi. Dans 4 heures, ce toit-terrasse serait rempli des personnes les plus puissantes du milieu juridique parisien, et je serais là, seul, ou je serais là avec des gens qui avaient réellement choisi d'être présents. Je sortis de nouveau mon téléphone et fis défiler mes contacts jusqu'à un autre nom. Mamie, dis-je quand elle répondit, j'ai besoin de toi. Ils ont fait quoi? La voix de ma grand-mère Monique résonna dans le téléphone comme un coup de fouet, si vive que je dus éloigner légèrement l'appareil de mon oreille. Même à 75 ans, la voix de ma grand-mère portait l'autorité de quelqu'un qui avait passé 40 ans comme proviseur de lycée. Commandant des salles pleines d'adolescents et terrifiant les professeurs incompétents jusqu'à une retraite anticipée. Ils sont au Flamant Rose, répétai-je, fixant les détails de la transaction sur mon écran. Maman a texté que Manon fait une crise d'angoisse et a besoin d'un espace de méditation calme. Un espace de méditation, le rire de ma grand-mère fut rauque. Ta mère a toujours eu le goût d'un perroquet criard. Mais là, c'est un nouveau record de bassesse. Le Flamant Rose. C'est là que les jeunes de 20 ans vont pour se vomir dessus les uns les autres. Malgré tout, je sentis un petit sourire se dessiner sur mes lèvres. Tu le sais, Chloé. J'ai enseigné au lycée dans cette ville pendant 4 décennies. Je connais chaque établissement miteux où mes élèves ont tenté d'utiliser de fausses cartes d'identité. Elle marqua une pause. Tu pleures? Non. Bien. Ne t'avise pas de pleurer pour des gens qui choisissent de l'alcool bas de gamme plutôt que le succès de leur fille. Je m'habille tout de suite. Je serai là dans 1 heure. Je mets le tailleur de luxe. Le gris qui me donne l'air de pouvoir acheter et vendre la moitié de Paris. Tu n'es pas obligé de, Chloé Dubois. L'utilisation de mon nom complet me glaça sur place. Écoute-moi bien. Tu as besoin de quelqu'un de ton rang à tes côtés ce soir. Quelqu'un qui comprend que le succès se célèbre, et ne s'abandonne pas. Ta mère t'a peut-être mise au monde, mais c'est moi qui t'ai appris que l'excellence compte. Je serai là. Elle raccrocha avant que je puisse répondre. Je restai là un moment, le téléphone à la main, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. La douleur était toujours là, vive et amère, mais en dessous, il y avait autre chose,
quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Je n'étais pas seul à voir la situation pour ce qu'elle était. J'ouvris Instagram, me disant que j'étais paranoïaque, que je dramatisais. Mais je connaissais ma sœur. Je connaissais ses habitudes, son besoin d'attention, sa documentation compulsive de chaque instant de sa vie. Il me fallut moins de 30 secondes pour trouver sa story. Elle était là, ma sœur de 26 ans, tenant un cocktail bleu fluo dans chaque main, du genre qui brille sous la lumière noire. Derrière elle, je pouvais voir le flamant rose dans toute sa splendeur ringarde, des flamants roses en plastique, des torches et tiki et des gens en maillot de bain qui auraient dû rester en cabine d'essayage. La musique était si forte que je pouvais l'entendre à travers le haut-parleur de mon téléphone. Un rythme lourd de basse qui me faisait mal aux dents. Manon hurlait à la caméra, échappée de la sœur avocate coincée. Meilleure soirée de vendredi de tous les temps. Merci pour la carte de crédit, sœurette. Elle envoya un baiser à la caméra, puis se tourna pour montrer ses amis. Je comptais au moins 8 personnes dans le champ. Tous tenant des cocktails fluo identiques. Tous en train de rire. La vidéo avait été postée il y a 23 minutes. Elle avait déjà 847 vues. Je la regardai 2 fois, puis une 3e fois. À chaque visionnage, la douleur s'estompait un peu plus, remplacée par quelque chose de plus froid. Le mépris. Un mépris pur, cristallin. Je regardais le verre de vin dans ma main, un Châteauneuf du Pape 2015 qui coûtait plus cher que tout ce que Manon portait. Puis je reportai mon regard sur l'écran montrant ma sœur sifflant quelque chose qui était probablement à 90% du colorant alimentaire. Nous n'appartenions plus au même monde. Peut-être que nous n'y avions jamais appartenu. Chic contre ringard. Je transférai la story à Chloé Martin, mon assistante de direction. Puis je l'appelai. Chloé, où es-tu en ce moment? Dans le hall avec Lucas Bernard et les autres collaborateurs juniors. Nous sommes en avance. On s'est dit qu'on prendrait un verre au bar avant de monter. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air, monter au niveau VIP maintenant. Tous. Le niveau VIP? C'est pour les associés, Chloé. Fais monter tout le monde. C'est un ordre. Elle n'hésita qu'une seconde. On arrive. Je terminai l'appel et me dirigeai vers la table d'honneur familiale. Philippe apparut presque immédiatement, son radar à crise parfaitement réglé. Changement de programme, dis-je. Cette table n'est plus réservée à la famille. Il me faut des couverts pour 8 personnes. Mes collaborateurs s'assiéront ici. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. La table d'honneur? La table d'honneur, confirmai-je. Et Philippe, assurez-vous que les couverts soient encore plus impressionnants que ce qui est là maintenant. Je veux que cela paraisse intentionnel, pas comme un plan de secours. Un lent sourire traversa son visage. Compris, mademoiselle Dubois. Nous allons rendre cela magnifique. Alors qu'il s'éloignait à grands pas, j'ouvris de nouveau mon téléphone et mon application bancaire. 3 ans de relevé financier. Chaque virement à mes parents, chaque dépense sur la carte supplémentaire, chaque paiement de loyer pour le petit appartement de Manon en banlieue parisienne, ceux 2 pièces qu'elle remplissait de meubles de brocante et de lampes annulaires pour son activité de coach de vie qui comptait exactement 43 clients payants, dont la plupart étaient des amis de notre mère qui s'étaient inscrites par pitié. 1400 € par mois de loyer. Cela seul représentait plus de 50 000 € en 3 ans. Puis ajouter le minimum de 500 € pour la carte supplémentaire, généralement plus, des urgences régulières qui nécessitaient des transferts rapides, réparation de voitures, factures médicales, opportunités d'investissement qui, curieusement, ne se matérialisaient jamais en revenus réels. J'ouvris ma calculatrice et commençai à additionner. 12 minutes plus tard, j'avais mon total, 85 000 €. 85 000 € en 3 ans, sans compter les cadeaux, sans compter les fois où j'avais payé des dîners de famille ou acheté des billets de train pour qu'ils puissent venir me voir quand ils disaient que je leur manquais. Je subvenais aux besoins de 3 adultes. Et en retour, ils avaient dépensé 3 000 de mes euros pour organiser une fête célébrant le fait de ne pas avoir à me voir. L'ascenseur sonna. Chloé Martin sortit la première, suivie d'un groupe de collaborateurs juniors dans divers états de confusion nerveuse. Ils étaient clairement venus directement de chez eux. La plupart étaient en tenue de cocktail, mais pas tout à fait au niveau de sophistication qu'ils auraient eu s'ils avaient su qu'ils étaient promus au niveau VIP. Chloé,
s'approcha prudemment Chloé Martin. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé. Chloé, qui avait été mon bras droit pendant 2 ans, qui restait tard quand je restais tard, qui avait une fois physiquement bloqué un avocat de la partie adverse pour l'empêcher de me tendre une embuscade dans les toilettes du tribunal. Lucas Bernard, le premier année qui avait fait 3 nuits blanches le mois dernier pour m'aider à préparer le procès Morrison. Léo Petit, Tom Leclerc, Hugo Lambert, tous jeunes, affamés et brillants. Tous pariant leur carrière sur la conviction que travailler pour moi leur apprendrait quelque chose qui en valait la peine. Ils s'étaient tous présentés en avance. Ils étaient là parce qu'ils le voulaient. Ma famille ne vient pas, dis-je simplement. Alors ce soir, vous vous asseyez à la table d'honneur avec moi. Un silence de mort s'installa. Puis Chloé Martin dit très doucement, où sont-ils? Je sortis la story Instagram de Manon et lui tendis mon téléphone. Chloé Martin la regarda. Son expression passa de la confusion à la colère, puis à une fureur absolue en environ 15 secondes. Elle me rendit le téléphone sans un mot, mais je pouvais voir sa mâchoire se contracter. Eh bien, dit Lucas Bernard après un long moment. Leur perte est notre gain. On aura le bon champagne. C'était une chose si parfaitement typique de Lucas Bernard à dire inappropriée, honnête et d'une manière ou d'une autre, exactement juste que je me sentis rire. Un vrai rire, le premier depuis l'arrivée de ces textos. Oui, dis-je. Oui, c'est ça. À 20h30, le toit terrasse était transformé. Le soleil s'était couché et Paris scintillait en contrebas comme une boîte à bijoux qu'on aurait secouée et dispersée dans l'obscurité. Des guirlandes lumineuses traversaient l'espace au-dessus de nos têtes et le bar battait son plein, servant des cocktails au nom comme le réquisitoire et la transaction. Du jazz jouait assez doucement pour permettre la conversation et l'air sentait le parfum cher et l'ambition. Je me tenais près de la table d'honneur, maintenant parfaitement dressée pour 8, observant les portes de l'ascenseur. Chloé et les autres s'étaient dispersés pour se mêler aux invités, suivant mes instructions de réseauter et de nouer des contacts. Ils s'étaient transformés de juniors nerveux en professionnels confiants en l'espace d'une heure, et je ressentis une petite vague de fierté en les regardant. Ma grand-mère Monique était arrivée il y a 45 minutes dans son tailleur de luxe promis, une laine grise avec des boutons de nacre qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Elle avait jeté un coup d'œil au nouvel agencement des places, hoché la tête avec approbation, puis avait procédé à charmer toutes les épouses d'associés présentes. Ma grand-mère avait le don de faire en sorte que les gens se sentent à la fois honorés et légèrement intimidés par son attention. Mais mon estomac était toujours noué parce que Jean-Luc Fournier n'était pas encore arrivé. Jean-Luc Fournier, l'associé directeur, l'homme qui m'avait personnellement convoqué dans son bureau il y a 6 semaines pour me dire que j'étais considéré pour devenir la plus jeune associée de l'histoire du cabinet. L'homme qui m'avait serré la main et dit, « Chloé, vous me rappelez moi à votre âge. Brillante, dévouée, et vous comprenez que le succès ne signifie rien si vous n'avez personne avec qui le partager. » Il était de la vieille école, 70 ans, marié à son amour de jeunesse depuis 48 ans, 5 enfants tous brillants dans leurs domaines respectifs. Il donnait des discours aux conférences du barreau de Paris sur l'excellence équilibrée et comment les meilleurs avocats étaient ceux qui pouvaient conclure une fusion et quand même rentrer à la maison pour dîner avec leur famille. Mon dossier RH, celui que j'avais rempli en rejoignant le cabinet, avait une section sur les valeurs et motivations personnelles. J'avais écrit que la famille était mon principal moteur, que tout ce que je faisais était pour construire des fondations solides pour les gens que j'aimais. Que penserait-il s'il me voyait assise à une table d'honneur sans famille présente? Chloé. Je me retournai. Jean-Luc Fournier se tenait derrière moi, et malgré moi, je sentis mon estomac se serrer. Il était plus petit qu'il ne paraissait au bureau, mais il projetait l'autorité comme une force physique. Cheveux argentés impeccablement coiffés, costume bleu marine à la fois conservateur et incroyablement cher, et des yeux qui avaient perfectionné l'art du regard perçant après 50 ans de contre-interrogatoire de témoins hostiles. Monsieur Fournier. Je tendis la main, qu'il serra avec la juste dose de pression. Merci beaucoup d'être venu. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Il jeta un coup d'œil par-dessus mon épaule vers la table d'honneur, son expression pleine d'attente. J'espérais enfin rencontrer la fameuse famille Dubois. Dans vos entretiens, vous avez parlé si chaleureusement de vos parents. Votre dossier mentionne la famille comme votre principale motivation. Où sont-ils? La question flotta dans l'air comme une lame. Toutes les réponses possibles défilèrent dans mon esprit en une succession rapide. La vérité serait humiliante.
Un mensonge serait transparent. Jean-Luc Fournier n'avait pas bâti une carrière juridique de 50 ans en étant facile à duper. Une dérobade me ferait paraître évasive. J'ouvris la bouche, ne sachant pas ce qui en sortirait. Bonsoir, monsieur Fournier. Ma grand-mère Monique se matérialisa à mes côtés comme une force de la nature, sa voix portant le ton d'acier et de soie qu'elle avait perfectionné au fil de décennies à gérer des parents difficiles lors des réunions parents-professeurs. Fournier se tourna vers elle, surpris. « Je suis Monique Dubois », continua-t-elle, tendant la main avec la prestance royale de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place où que ce soit. La grand-mère de Chloé, ancienne proviseure du lycée Sainte-Catherine, est la personne qui a tout appris à cette jeune femme sur la discipline, l'excellence et l'intégrité. Fournier prit sa main, son expression se transformant en quelque chose qui ressemblait à du respect. Un plaisir, Madame Dubois. Ses parents, dit Monique, son ton impliquant qu'elle partageait une information malheureuse mais finalement sans importance, font face à une urgence familiale qui a nécessité leur attention immédiate. Cependant, Monsieur Fournier, je tiens à clarifier quelque chose d'important. Elle s'avança légèrement et je réalisai avec un sursaut qu'elle se positionnait physiquement entre Fournier et moi, de manière protectrice. Les parents de Chloé lui ont peut-être donné la vie, dit Monique, sa voix basse mais absolument inébranlable. Mais c'est moi qui ai forgé son état d'esprit. Je lui ai appris que l'excellence n'est pas négociable. Que l'engagement signifie être présent même quand c'est incommode. Que le succès se construit sur la constance, pas sur la convenance. Si vous cherchez la source de l'excellence professionnelle de Chloé, Monsieur Fournier, vous l'avez juste en face de vous. Le silence qui suivit fut absolu. Puis Fournier fit quelque chose que je n'attendais pas. Il rit. Pas un petit rire poli, mais un rire authentique et ravi qui fit se retourner plusieurs personnes à proximité. Madame Monique, dit-il, ses yeux pétillant réellement. C'est la plus belle réponse que j'ai entendue depuis des années. Et vous avez absolument raison. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, et clairement, Chloé a appris de la meilleure. Il se tourna de nouveau vers moi. Votre grand-mère est une force de la nature. Vous avez de la chance de la voir. Je sais, réussis-je à articuler. Fournier me frappa l'épaule, un geste à la fois paternel et professionnel, et s'éloigna pour saluer d'autres invités. Dès qu'il fut hors de portée de voix, mes genoux faillirent se dérober. Doucement, dit Monique en me saisissant le coude. Respire profondément. Tout va bien. C'était une manœuvre défensive parfaitement exécutée, et il a tout gobé. Parce que c'était vrai, dis-je. Elle me regarda, et quelque chose de doux vacilla dans son expression. Oui, ça l'était. Mon téléphone vibra dans ma pochette. Je n'aurais probablement pas dû vérifier, mais ma main bougea automatiquement. Notification Instagram. Manon était en direct. Contre toute raison, je cliquai. La qualité de la vidéo était tremblante, clairement filmée avec le téléphone de quelqu'un en basse lumière, mais je pouvais tout voir. Ma sœur, complètement ivre, tenant ce cocktail bleu fluo, entourée de ses amis. La musique était assourdissante. Elle hurlait à la caméra, ses mots légèrement pâteux. Meilleure soirée de vendredi de tous les temps. Pas de discours d'avocats ennuyeux, pas de gens coincés, que de la bonne ambiance. Elle tourna sur elle-même, manquant de tomber. Quelqu'un la rattrapa en riant. Merci pour la carte de crédit, sœurette. T'es le meilleur distributeur de billets du monde. Les commentaires défilaient déjà. MDR, c'est qui ta sœur? Attends, elle a payé pour tout ça? Distributeur de billets, je suis morte. Je regardais ma sœur trinquer à la caméra, je regardais ses amis l'acclamer, je regardais les lumières au néon et les flamants roses en plastique et tout ce qui était l'opposé complet de l'endroit où je me trouvais en ce moment. Et au lieu de la douleur que j'avais ressentie cet après-midi, je ne ressentis rien d'autre qu'un mépris froid et clair. Chloé. Chloé Martin apparut à mon coude. C'est l'heure de ton discours. Je rangeai mon téléphone et redressai les épaules. Allons-y. La foule se tut alors que je m'approchais du petit pupitre que Philippe avait installé. Devant moi, je pouvais voir toute l'assemblée. Associés, collaborateurs, clients, mon équipe à la table d'honneur me regardant avec des expressions de soutien et de fierté. À la table voisine, je remarquai quelqu'un à qui je n'avais pas prêté attention auparavant. Une femme d'une trentaine d'années, certainement pas du cabinet,
certainement trop glamour pour être une cliente. Elle tenait son téléphone, pointé dans ma direction mais pas de manière ostentatoire, une influenceuse probablement, l'invitée de quelqu'un qui avait vu « soirée de luxe » et pensé « opportunité de contenu ». Parfait. Je levai mon verre. Merci à tous d'être ici ce soir, commençai-je. Honnêtement, il y a 4 heures, j'ai failli annuler cette fête. Je sentis la surprise onduler dans la foule. J'ai reçu un message m'informant que ma famille devait faire face à une urgence, qu'ils avaient besoin d'aller guérir. Je laissai le mot flotter dans l'air un instant. J'étais dévasté. J'ai pensé à tout annuler, à vous appeler tous pour dire que nous devrions reporter. Je sortis mon téléphone, le tenant légèrement en l'air. Mais ensuite, j'ai vu le reçu de la carte de crédit. 3 000 € débités dans une boîte de nuit sur la côte. 10 tours d'alcool, un DJ privé. J'ai vu la diffusion en direct sur Instagram. Ma sœur faisant la fête, utilisant mon argent, célébrant le fait de ne pas être ici. On aurait pu entendre une mouche voler. Et puis je vous ai regardé, vous tous. Je fis un geste vers la foule rassemblée. Certains d'entre vous sont arrivés en avance. Certains sont restés tard au bureau cette semaine pour se libérer ce soir. Vous avez tous choisi d'être ici. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je me tournai pour regarder mon équipe à la table d'honneur. Cette place d'honneur n'est pas pour ceux du même sang. Elle est pour ceux qui partagent la même vision. Le silence se maintint un instant de plus. Puis Chloé Martin commença à applaudir. Lucas Bernard se joignit à elle. Puis Léo Petit. Puis Hugo Lambert. Puis soudain, tout le toit terrasse applaudissait et plusieurs personnes acclamaient même. Je m'assis, le cœur battant, et surpris le regard de ma grand-mère Monique, un regard qui aurait pu être de l'approbation ou de la fierté. À la table voisine, l'influenceuse enregistrait toujours. Bien. Je me réveillai le samedi matin avec 17 appels manqués et 43 messages textes. Un instant, allongé dans mon lit dans mon appartement haussmannien silencieux, je crus qu'une terrible chose s'était produite. Puis je pris mon téléphone et vis que chaque notification provenait de ma famille. Je ne les lus pas tout de suite. Au lieu de cela, je sortis du lit, me fis un café et suivis ma routine matinale avec un calme délibéré. Douche, soin de la peau, le tailleur de créateur gris qui me donnait l'air de pouvoir vous acheter et vous vendre avant le petit déjeuner. Ce n'est qu'une fois complètement prête pour la journée que je m'assis à l'îlot de ma cuisine et ouvris mon téléphone. La première chose que je vis fut que j'avais été identifié dans une vidéo. 417 000 vues. Mon estomac se serra. La créatrice était Evie Chic Léa, l'influenceuse de la table voisine. Elle avait monté des extraits de mon discours, mes mots sur la lignée de sang contre la vision commune, le cadre élégant, l'équipe à la table d'honneur, avec la diffusion en direct Instagram de Manon depuis le Flamand Rose. Le contraste était dévastateur. Moi en soie noire, parlant calmement de trahison, entouré de sophistication et des lumières de la ville. Manon, ivre et hurlant, entouré de plastique et de néon. La légende disait, chic contre ringard. Une famille abandonne la célébration de carrière de leur sœur avocate pour faire la fête avec sa carte de crédit. Ce n'est pas guérir, c'est une insulte au bon goût. Chic contre ringard, famille toxique, elle mérite mieux. Les commentaires dépassaient les 8000. Cette famille est folle? Qui refuse une soirée à 15 000 € pour aller dans un trou pareil? Cette sœur est vulgaire, objectivement. Tout dans cette boîte de nuit crie le mauvais goût. L'avocate a l'air si calme et classe et sa famille est absolument sauvage. Je n'en peux plus. Merci pour la carte de crédit, sœurette. Je ne lui adresserai plus jamais la parole. Imaginez élever une fille qui devient avocate et la laisser tomber pour ça. La grand-mère en tailleur gris est plus une famille que ces gens ne le seront jamais. Je regardai la vidéo 3 fois. Elle était magnifiquement montée, je devais l'admettre. Léa avait parfaitement synchronisé les coupes, capturé le moment exact où mon expression était passée de la douleur au mépris dans mon discours. Elle avait même ajouté une section en écran partagé montrant l'élégance du toit terrasse à côté de la ringardise du Flamand Rose. Les commentaires continuaient d'affluer, des centaines par minute. Puis mon téléphone se mit à sonner. Maman. Je laissai le message aller sur la messagerie vocale. Il sonna de nouveau immédiatement. Je refusai. Un texto apparut. Maman, Chloé,
appelle-moi tout de suite. Un autre appel. Cette fois, papa. Je le refusais aussi. Papa, c'est sérieux. Ta mère est très contrariée. Nous devons parler. Maman, comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Tous nos amis nous envoient des messages. Sais-tu l'image que ça nous donne? Je fixais ce message un long moment. Pas, nous sommes désolés. Pas, nous avons fait une erreur. Mais, comment as-tu pu nous embarrasser? Manon, Chloé, c'est n'importe quoi. Pourquoi tu étales nos affaires de famille en ligne? Tu sais que je suis anxieuse. Tout le monde est si méchant avec moi dans les commentaires. Supprime ça tout de suite. Je fis une capture d'écran des 3 fils de discussion. Puis j'ouvris un texto à Chloé Martin. Moi, bonjour. Peux-tu arriver 1 heure plus tôt aujourd'hui? J'ai besoin que tu m'aides à compiler des documents. Chloé Martin, déjà là. J'ai vu la vidéo. J'ai aussi compilé les documents que tu allais me demander. Dossier bleu sur ton bureau. Dieu, que je l'adorais. Mon téléphone sonna de nouveau. Maman. Cette fois, je répondis. Chloé, Dieu merci. Je n'ai pas posté cette vidéo, dis-je calmement. Quoi? La vidéo que tout le monde commente. Je ne l'ai pas postée. Je ne l'ai envoyée à personne. Une influenceuse à la soirée l'a enregistrée et l'a postée elle-même. Silence à l'autre bout du fil. Puis, eh bien, tu dois lui faire retirer. Pourquoi ferais-je ça? Parce que ça nous donne une image terrible. Les amis de golf de ton père lui envoient des messages. Manon reçoit des messages de haine. Mon club de lecture me demande pourquoi nous avons manqué ta fête. Chloé, c'est humiliant. Je pris une gorgée de mon café. C'était le bon. Le café artisanal du Marais qui coûtait une fortune. Doux, riche, parfait. Maman, dis-je, tu m'as texté que Manon faisait une crise d'angoisse, qu'elle avait besoin d'un espace de méditation calme. C'était le cas. Elle était très anxieuse. Vous avez débité 3000 € dans une boîte de nuit connue pour être l'endroit le plus bruyant et le plus odieux. Vous avez payé pour 10 tours d'alcool et un DJ privé. Manon s'est diffusée en direct en hurlant qu'elle s'échappait de sa sœur avocate coincée et en me remerciant pour la carte de crédit. Chloé, tu dramatises. Ce sont des faits. Les relevés bancaires ne mentent pas. Les preuves vidéo ne mentent pas. Vous avez choisi de dépenser mon argent à faire la fête au lieu d'assister à la plus grande soirée de ma vie professionnelle. Et maintenant, vous êtes contrarié parce que des gens sur Internet soulignent que c'était un acte de mauvais goût. Comment oses-tu nous traiter de mauvais goût? La voix de ma mère était devenue stridente. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons soutenu. Vous m'avez soutenu? Répétai-je lentement. Quand avez-vous payé pour quelque chose pour la dernière fois? Ce n'est pas la question. Nous sommes tes parents, Chloé. Tu es censé aider la famille. J'ai aidé. Pendant 3 ans. Et vendredi dernier, vous avez utilisé cette aide pour financer une fête célébrant le fait de ne pas avoir à me voir. Je fis une pause. Je pense que nous devons avoir une réunion de famille pour résoudre ça. Une quoi? Venez à mon appartement samedi prochain, 19 h. Toi, papa et Manon. J'ai quelque chose que je veux vous donner. Un cadeau tardif que je n'ai pas pu présenter à la fête. Le mot « cadeau » changea tout. Je pouvais l'entendre dans la pause, dans la façon dont le ton de ma mère passa de la colère à un intérêt prudent. Un cadeau? Oui. Quelque chose que je prépare depuis un moment. Il est important que nous en discutions en personne. Une autre pause. Quel genre de cadeau? Vous verrez samedi. Pouvez-vous venir ou avez-vous une autre urgence de prévue? La pique fit mouche. Nous serons là, dit ma mère sèchement. 19 h. Parfait. À samedi alors. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Puis j'ouvris de nouveau mon fil de discussion avec Chloé Martin. Moi, peux-tu aussi imprimer des copies de l'acte de cautionnement pour le bail de l'appartement de Manon et tous les relevés de cartes de crédit supplémentaires? J'ai besoin que tout soit prêt pour samedi après-midi prochain. Chloé Martin, déjà dans le dossier bleu.
J'ai aussi inclus la documentation de chaque virement, chaque paiement d'urgence, et une ventilation transaction par transaction des 3000 € du Flamand Rose. Le Digi seul coûtait 300 €. Qui paie 300 € pour un Digi de boîte de nuit de plage? Moi, des gens avec un goût terrible et la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Chloé Martin, juste. Aussi, je t'ai commandé un destructeur de documents. Il sera livré à ton appartement vendredi. Qualité industrielle. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin. Je m'arrêtais, fixant ce dernier message. Chloé Martin travaillait pour moi depuis assez longtemps pour savoir exactement quel genre de réunion je préparais. Moi, tu vas avoir une augmentation. Chloé Martin, j'aurai une promotion quand tu deviendras associée directrice, mais je prends l'augmentation en attendant. Je souris malgré tout est sorti. Le reste de la semaine passa dans un étrange flou calme. La vidéo continua de devenir virale. Mercredi, elle avait atteint 2,3 millions de vues. Mes parents appelèrent 17 fois de plus. Manon envoya des textos de plus en plus frénétiques me suppliant de faire quelque chose contre les commentaires. Je les ignorais tous. Au lieu de cela, je travaillais. Je conclus l'affaire Morrison. J'examinais le dossier bleu que Chloé Martin avait préparé. Je vérifiais chaque transaction. Je vérifiais chaque date. Je pris des notes dans les marges. Je préparais mon dossier comme si j'allais au procès. Parce que, d'une certaine manière, c'était le cas. Vendredi soir, un livreur arriva à mon immeuble avec une grande boîte. Le destructeur de documents. Je l'installai dans ma salle à manger, le plaçai soigneusement à côté de la table où ma famille s'assiérait. Puis je passai la nuit du vendredi à tout revoir une dernière fois. Le plan d'épargne-retraite que j'avais compilé pour mes parents. Des photos d'itinéraires de croisière, des brochures pour des circuits fluviaux en Europe. Un plan d'investissement structuré qui leur permettrait de voyager 2 fois par an pendant les 20 prochaines années. Le certificat de bourse pour Manon. Une lettre d'acceptation à l'Institut français de la mode, logement inclus. Tout était payé. J'avais passé 6 mois à mettre tout ça en place. Jouant de mes relations, passant des appels, utilisant des faveurs. Il ne le saurait jamais maintenant. Le samedi arriva, froid et clair. Je passai la matinée à préparer mon appartement. Pas de nourriture sur la table. Ce n'était pas une occasion sociale. Juste le dossier bleu soigneusement positionné en tête de table, les 2 épaisses enveloppes placées à côté, et le destructeur de documents, son cordon d'alimentation branché, prêt. J'appelai ma grand-mère Monique. J'ai besoin de toi ici, dis-je, comme témoin. Je ne manquerai ça pour rien au monde, répondit-elle. À quelle heure dois-je arriver? 18h30, avant qu'il n'arrive. J'apporterai le bon vin. Tu en auras besoin après. Elle arriva exactement à l'heure, jeta un coup d'œil à mon installation et hocha la tête avec approbation. Tu as bien appris. J'ai eu un bon professeur. Nous nous assîmes dans le salon en silence, attendant. Ma grand-mère lisait un livre, quelque chose de dense sur la politique économique d'après-guerre. Je faisais semblant de lire des emails sur mon téléphone, mais je regardais surtout l'horloge. À 19h30, mon interphone sonna. Mademoiselle Dubois, vos parents et votre sœur sont là. Faites-les monter. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris avant qu'ils ne puissent frapper. Ma mère entra la première, et je fus frappé de voir à quel point elle semblait déplacée dans mon appartement. Elle s'était habillée, le tailleur qu'elle portait à l'église, celui qui, selon elle, lui donnait un air sophistiqué, mais qui en réalité lui donnait l'air d'en faire trop. Papa suivit, mal à l'aise en pantalon et chemise. Manon arriva en dernier, le téléphone à la main, l'air maussade. Chloé, ma chérie, cet endroit est si froid, dit ma mère, regardant mon salon minimaliste avec une désapprobation à peine voilée. Il te faut plus de couleurs. Des coussins. On dirait un hôtel. Bonjour à toi aussi, maman. Je fermai la porte derrière eux. Veuillez venir dans la salle à manger. Ils entrèrent et s'arrêtèrent net en voyant ma grand-mère Monique assise dans le fauteuil positionné en tête de table, tenant un verre de vin rouge, les observant comme un juge présidant un tribunal. Maman, dit ma mère, sa voix instantanément sur la défensive. Je ne savais pas que tu serais là. Valérie, répondit froidement Monique. Asseyez-vous, tous.
Il y avait quelque chose dans son ton qui fit même obéir mon père sans discuter. Ils prirent place autour de la table, leurs yeux immédiatement attirés par le dossier bleu et les 2 enveloppes. « De quoi s'agit-il » dit Manon, continuant de faire défiler son téléphone. « J'ai des plans plus tard. On peut faire vite ?» Je restais debout. « Pose ce téléphone, Manon. »« Pardon ?» Ta sœur a dit, « Pose ce téléphone », dit doucement Monique. « Ou tu peux partir maintenant. » Manon chercha du soutien auprès de nos parents, mais ma mère fixait les enveloppes avec un intérêt non dissimulé. Manon souffla et posa son téléphone face contre la table. « Merci, dis-je. Maintenant, je vous ai demandé de venir parce que nous devons parler de ce qui s'est passé vendredi dernier. » Ma mère se lança immédiatement dans son discours préparé. « Chloé, nous avons été si stressés par cette histoire de vidéo virale. Tu dois comprendre à quel point ça a été humiliant pour nous. Les collègues de ton père, mes amis, tout le monde a posé des questions. Nous sommes les victimes ici. Cette horrible femme n'aurait pas dû poster ça, Valérie. » Monique la coupa. « Tais-toi. » La bouche de ma mère s'ouvrit. « Tu as laissé tomber la fête de célébration de l'association de ta fille, un événement à 15 000 €, pour boire des cocktails coupés à l'eau dans une boîte de nuit qui sent la crème solaire et les mauvaises décisions. Je n'ai pas honte de toi parce que tu es cruel. J'ai honte parce que tu es stupide. Maman, comment oses-tu? J'ose parce que c'est vrai. Tu avais une fille qui a accompli quelque chose de remarquable et au lieu de la célébrer, tu as dépensé son argent pour célébrer le fait de ne pas avoir à la voir. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un malentendu. C'est juste pathétique. » Le silence qui suivit fut absolu. Je pris les 2 enveloppes. Avant de continuer, je veux vous montrer quelque chose. Les yeux de Manon s'illuminèrent. Elle avait vu les enveloppes, épaisses et d'aspect coûteux, et son esprit était allé exactement là où je savais qu'il irait. « C'est pour nous ? » Oui. Je les tins en l'air pour qu'ils puissent voir. Dans celle-ci se trouve un plan d'épargne retraite complet pour maman et papa. Assez pour faire 2 voyages internationaux chaque année pendant les 20 prochaines années. Croisières fluviales européennes, tour du Pacifique Sud, tout ce que vous avez toujours dit vouloir faire. La main de ma mère tressaillit vers l'enveloppe. Et celle-ci, continuai-je, tenant la seconde, est un certificat de bourse d'études intégrales pour que Manon fréquente l'Institut français de la mode à Paris. Frais de scolarité complets, logement, allocation inclus. L'un des programmes de mode les plus prestigieux au monde. Manon halta. « Tu es sérieuse, Chloé ? » Oh mon Dieu. Attendez. Je retirai les 2 enveloppes avant que quiconque puisse les atteindre. Avant de vous les donner, je dois vous expliquer quelque chose. Je l'ai posé sur la table, juste devant le destructeur de documents. J'ai préparé ces cadeaux il y a 3 mois. J'ai passé les 6 mois précédents à passer des appels, à jouer de mes relations, à utiliser des faveurs. Je voulais vous les donner à la fête, devant tout le monde. Pour que vous puissiez voir ce que votre fille, votre sœur, avait accompli. Pour que vous puissiez voir que j'avais assez réussi pour vous donner vos rêves. Ma voix était stable, calme, vide d'émotion. Mais vous avez choisi le flamant rose. Vous avez choisi une note de 3 000 € dans une boîte de nuit ringarde plutôt qu'une célébration unique dans une vie. Vous avez attendu que le débit de la carte de crédit passe avant de m'envoyer un texto, pour que je ne puisse pas l'arrêter. Vous avez utilisé mon argent pour organiser une fête célébrant le fait de ne pas être là. Chloé, nous avons expliqué, comment ça papa? Vous n'avez rien expliqué. Vous avez menti. Manon ne faisait pas de crise d'angoisse. Elle était ivre. Elle s'est diffusée en direct en me remerciant pour la carte de crédit, en m'appelant un distributeur de billets, en célébrant le fait d'échapper à la sœur avocate coincée. Je regardais Manon. Tu m'as identifié dans cette vidéo. Tu voulais que je la voie. Je plaisantais, c'est tout. Si. Je pris la première enveloppe. Le plan d'épargne retraite. Ceci représente 30 ans de voyage autour du monde pour mes parents. Vol en première classe, hôtel 5 étoiles, tout ce que vous avez toujours voulu. Ma mère le fixait comme si c'était le Saint Graal. Chloé, ma chérie, mais vous avez choisi une fête à 3 000 € plutôt qu'une vie d'expérience. Je déchirai le rabat de l'enveloppe.
Je sortis l'épais livret brillant rempli d'itinéraires de croisière et de certificats bancaires. Chloé, attends. Papa se leva à moitié. Je glissai le livret dans la fente du destructeur. La machine rugit, un son mécanique dur et grinçant qui remplit la pièce. Je regardais les visages de mes parents alors qu'ils voyaient 30 ans de projet de voyage être mâchés en confetti. Ma mère émit un son comme si elle avait été physiquement frappée. « Qu'est-ce que tu fais » hurla Manon. Je pris la deuxième enveloppe. Le certificat de bourse. L'école de rêve de Manon, son billet pour Paris, pour la vie qu'elle avait toujours dit vouloir. Ceci, dis-je, sortant la lettre d'acceptation officielle et la confirmation de bourse de l'enveloppe, représente 4 ans à Paris. Un diplôme qui te donnerait réellement une carrière au lieu d'un passe-temps. Une chance de devenir autre chose qu'une influenceuse Instagram avec 43 abonnés. Chloé, s'il te plaît. Manon pleurait maintenant. S'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne voulais pas, si, tu le voulais. Tu pensais chaque mot. Tu as célébré le fait de m'exploiter. Tu as célébré le fait de m'utiliser. Tu m'as appelé un distributeur de billets. Je glissai la lettre d'acceptation dans le destructeur. Manon cria. Elle cria vraiment, comme si je l'avais physiquement blessée. Ma mère était figée, fixant la machine comme si elle ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Papa était devenu pâle. Le vrombissement s'arrêta. Les 2 enveloppes, les 2 rêves, réduits à des bandes de papier dans le bac transparent. C'est tout, murmura ma mère. Tu es juste, tu détruis notre avenir pour une seule erreur. Une erreur ? Je me tournai pour la regarder. Maman, combien d'argent vous ai-je donné ces 3 dernières années ? Elle cligna des yeux. Je ne sais pas. Nous ne t'avons jamais demandé de, j'ouvris le dossier bleu. 85 000 €. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent. C'est impossible. C'est tout à fait possible, dis-je en sortant le premier document. Paiement de loyer pour Manon, facture de carte de crédit, virement d'urgence, réparation de voiture qui coûtait bizarrement 5 000 €, facture médicale que l'assurance aurait dû couvrir, opportunités d'investissement qui ne se sont jamais matérialisées. Je tins le contrat de bail. C'est le bail de Manon. Je suis la garante. C'est moi qui suis légalement responsable quand elle ne peut pas payer son loyer, c'est-à-dire tous les mois parce qu'elle n'a pas de travail. Je construis ma marque, commença Manon. Tu as 43 clients payants. J'ai regardé ton compte professionnel. Tu as gagné 2 100 € l'année dernière. J'ai payé 16 800 € de loyer pour toi. Je posai ce document et pris le suivant. C'est le relevé de la carte de crédit supplémentaire. Ces 3 dernières années, vous avez débité 17 000 € dessus. Maman, tu m'as dit que c'était pour les urgences seulement. C'était des urgences, dit ma mère. Tu ne comprends pas ce que c'est le débit de 800 € aux Galeries Lafayette pour un nouveau sac à main était une urgence ? Silence. Le week-end spa de 1 200 € dans les Vosges était une urgence ? Plus de silence. La fête de 3 000 € au Flamand Rose était une urgence ? Le visage de ma mère était devenu rouge. Tu as toujours eu plus que nous. Tu as toujours pu te le permettre, parce que j'ai travaillé pour ça. Mon calme se fissura légèrement. J'ai travaillé 80 heures par semaine. J'ai sacrifié tous mes week-ends. J'ai bâti une carrière à partir de rien pendant que vous dépensiez mon argent et que vous m'en vouliez de l'avoir. Nous ne t'avons jamais envié, dit faiblement papa. Alors pourquoi n'étiez-vous pas là ? La question sortit, brute. Pourquoi célébrer mon succès ne valait-il pas 3 heures de votre temps ? Personne ne répondit. Je sortis la liasse de documents suivante. C'est la notification d'annulation de toutes les cartes de crédit supplémentaires, avec effet immédiat. Les 3 000 € du Flamand Rose sont la dernière dépense que je paierai. Considérez ça comme une indemnité de départ. Je posai cela et pris le dernier document. Et ceci est la notification que je me retire comme garante du bail de Manon. Vous avez 30 jours pour trouver un nouveau garant ou déménager. Tu ne peux pas faire ça. Manon était hystérique maintenant. Où suis-je censé aller ? Ce n'est plus mon problème. Chloé, s'il te plaît, dit ma mère, et pour la première fois, elle avait l'air vraiment effrayée.
Nous sommes une famille. Tu ne peux pas nous abandonner. Je la regardais. Je la regardais vraiment, cette femme qui m'avait mise au monde mais ne m'avait jamais vraiment vu. Qui avait pris mon argent mais jamais mes conseils, qui avait choisi une boîte de nuit plutôt que le triomphe de sa fille. Vous m'avez abandonné les premiers, dis-je doucement. Vendredi dernier, vous avez clairement montré ce que vous appréciez. Ce n'est pas mon succès. Ce n'est pas mon bonheur. C'est mon compte en banque. Et j'en ai fini d'être un distributeur de billets. Je montrai la porte. S'il vous plaît, partez. Chloé, tenta papa une dernière fois. Partez maintenant. Ma grand-mère Monique se leva de son fauteuil. Elle ne dit rien, mais sa présence remplit la pièce. Le message était clair, vous ne vous en sortirez pas en argumentant. Ma mère rassembla son sac à main avec des mains tremblantes. Manon sanglotait, le mascara coulant sur son visage. Papa avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Ils sortirent en silence. À la porte, ma mère se retourna une dernière fois. Tu le regretteras, dit-elle. La famille, c'est pour toujours. Non, répondis-je. La famille, c'est ceux qui sont présents. Vous ne l'étiez pas. Je fermai la porte sur eux et la verrouillai. L'appartement était silencieux, à l'exception du bruit lointain de la circulation et des pleurs étouffés de Manon dans le couloir. Puis, ma grand-mère Monique s'approcha et me serra dans ses bras. Je n'avais pas réalisé que je tremblais jusqu'à ce qu'elle me tienne fermement. Tu as fait ce qu'il fallait, murmura-t-elle. Je suis si fier de toi. Je hochai la tête contre son épaule, ne faisant pas confiance à ma voix. Après un moment, elle se recula et me regarda. Maintenant, je vais te verser un très grand verre de vin, et nous allons nous asseoir dans ton appartement froid et minimaliste, et tu vas me dire ce que ça fait d'être libre. Un mois plus tard, je me réveillai dans le silence. Pas le silence oppressant de la solitude, mais le silence paisible d'un espace qui m'appartenait entièrement. Pas de texto frénétique exigeant de l'argent. Pas de culpabilisation sur l'abandon de la famille. Juste le doux bourdonnement de la ville et l'odeur du café frais. Je vérifiai mon téléphone. Aucune alerte bancaire. Aucun avertissement de découvert de Manon. Pour la première fois en 3 ans, mon solde bancaire augmentait réellement. Je ne subvenais plus aux besoins de 3 adultes. Je construisais un avenir. Une notification de ma grand-mère Monique apparut. Sujet, tu dois voir ça. C'était un lien vers un bulletin de quartier local. Le titre disait, une famille locale cherche le soutien de la communauté après l'abandon cruel de leur fille. Je cliquai. C'était pathétique. Ma mère avait donné une interview affirmant que je les avais coupés des vivres pour un conflit d'horaires mineur. Manon était citée disant, elle a préféré l'argent au sang. En bas, il y avait un lien vers une cagnotte en ligne essayant de récolter 50 000 € pour remplacer les cadeaux volés. Montant récolté jusqu'à présent, 340 €. Je fis défiler les commentaires. Les inconnus ne tombaient pas dans le panneau. Attendez, le conflit d'horaires, c'était eux qui séchaient son gala de promotion pour aller dans une boîte de nuit. J'ai vu le TikTok. Soutien total à Chloé. Imaginez rater le coche à ce point et ensuite demander de l'argent à des inconnus. L'audace. Je fermai l'ordinateur portable avec un sourire sombre et satisfait. Ils avaient essayé de me faire honte publiquement, et le public leur avait renvoyé la honte en pleine figure. Ils n'étaient plus mon fardeau. Ils étaient une fable édifiante pour Internet. Mon après-midi fut une succession de réunions, se terminant par un entretien pour une nouvelle stagiaire, Alice Moreau, une jeune femme brillante de 23 ans d'une université de droit réputée. Elle me rappelait moi-même, affamé, motivé, mais sans les relations. À la fin de l'entretien, je ne lui offris pas seulement le poste. Je sortis un livre de droit des contrats en première édition de ma bibliothèque. Mon porte-bonheur. Prenez ça, lui dis-je. Quelqu'un m'a appris un jour qu'on investit dans les gens qui partagent votre vision, pas seulement votre lignée. Vous avez la vision, Alice. Utilisez-la bien. Elle regarda le livre comme si c'était de l'or. Je ne vous décevrai pas, mademoiselle Dubois. Je sais que non. Je quittai le bureau à 18 heures précises. L'air extérieur était vif, sentant les marrons chauds et la possibilité.
Je marchai jusqu'au bistrot parisien où ma grand-mère Monique attendait. Elle était déjà là, une bouteille du bon vin rouge ouverte sur la table. Elle leva les yeux à mon approche, son regard scrutant mon visage, non pas pour des signes de stress, mais pour la paix. « Tu as l'air différente », nota-t-elle alors que je m'asseyais. « Je me sens différente », dis-je en prenant le verre qu'elle m'offrait. « Plus légère. C'est le poids des attentes mortes qui tombent de tes épaules. » Elle trinqua son verre contre le mien. À Chloé Dubois, qui a finalement cessé d'essayer d'acheter l'amour et a commencé à construire un héritage. À la famille, corrigeai-je doucement. La vraie. Nous bûmes, et le vin avait le goût de la victoire. À travers la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient. Des millions de vies se déroulant dans l'obscurité. Quelque part là dehors, mes parents et Manon vivaient avec les conséquences de leur choix. Et ici, assise en face de la seule personne qui ne m'avait jamais demandé un centime, je vivais avec les miennes. L'addition arriva. Monique la saisit avant même que je puisse atteindre mon sac. « C'est ma tournée », dit-elle fermement. « Tu as assez payé. » Nous sortîmes dans l'air frais de la nuit, bras dessus, bras dessous. Je ne regardais pas en arrière. L'avenir m'appartenait entièrement maintenant, et j'étais prête.